She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Look into the eyes of a serial killer. Louise? I've been a psychologist long enough to know. Trust me. In there, you'll find a gruesome testament to man's dark side, where one killer is really two. The rule is that we come back and do him here. Gotta get you for this! We're in this thing together. We're in that. It is a city in a state of terror. We quit while we're ahead. Now, look into the eyes of an obsessed cop. We're gonna nail the animal that did that to your daughter. You find any footprints? We never lose any. You're trying to put all this off on Kenny Bianchi, but you were with him all the way. And when we can prove that, we're gonna come back here. And when we leave, you're gonna go with us. Do you understand what I'm saying? Putting them away was tough. Making it stick was murder. I need witnesses, Grogan. I'm a prosecutor. I have a duty to perform. I can't win a case without evidence, without witnesses. This case is not winnable. Based on a true story. Starring Richard Crenna. Nobody talks to Kenny Bianchi that way. Nobody. And Dennis Farina. The Hillside Stranglers. On pensait qu'il avait agi seul et finalement, on parle de 2 suspects X ce soir. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Ce soir, on se transporte dans le Los Angeles de la fin des années 70, là où, selon le LA Times, justement, on a surnommé la ville la capitale des tueurs en série, probablement parce que d'autres avaient fait le chemin avant, dont Charles Manson et aussi Richard Ramirez. Et pour en parler, j'ai avec moi M. Christian Page. Bonsoir, Christian. Bonsoir Camille. Et très heureuse d'annoncer le retour de Dan Carosella avec nous. Salut Dan. Allô, oui, un retour que j'espère que... En fait, j'espère que les gens vont être heureux. C'est sûr que les gens sont heureux. Plusieurs ont posé des questions dans les derniers épisodes, à savoir pourquoi tu n'étais pas là. Pour des raisons personnelles, tu te retiré dans les dernières semaines. Et je suis très contente que tu sois là pour discuter de ce cas particulier. Une histoire de famille cette fois-ci. Donc, on voit qu'on peut peut-être partager des déviances familiales. 2 cousins du nom de Kenneth Bianchi et Angelo Buono Jr., les mieux connus sous le nom des étrangleurs. Pardon, non pas les éventreurs, mais les étrangleurs des collines. Effectivement. Et c'est amusant parce que, tu sais, tu as mentionné, on est à la fin des années 70. C'est vrai qu'il y a plusieurs tueurs en série qui vont marquer en cette période-là. On pense par exemple à Ted Bundy. Et en même temps que ça se passe, tu as évoqué également Richard Ramirez, qui lui va apparaître sur la scène un peu plus tardivement. Ramirez, c'est 1984. Oui. Alors que ce qui est amusant, amusant, on le prend toujours évidemment dans Suspect X, on met toujours ça entre guillemets, c'est que le policier qui va être en charge de l'unité qui va permettre d'arrêter les étrangleurs de Hillside, Frank Salerno, c'est le même Frank Salerno qui sera nommé à la tête de l'escouade pour traquer Richard Ramirez, le rôdeur de la nuit. D'ailleurs, quand j'avais fait la série sur les tueurs de l'occulte, on avait un épisode qui était consacré à Richard Ramirez. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois Frank Salerno, et Gil Carillo, qui était le second policier, en fait, son bras droit dans l'enquête qui a mené à l'arrestation de Richard Ramirez. Et Gil Carillo me contait que quand il a rejoint l'unité pour traquer Richard Ramirez, il a demandé à ses supérieurs, il a dit « Oui, mais qui est en charge de l'unité? » Et on lui dit « C'est Frank Salerno. » Et Frank Salerno, justement parce qu'il avait quelques années plus tôt été sur l'escouade qui avait permis l'arrestation de Buono et Bianchi dans l'affaire des étrangleurs de Hillside, il jouissait d'une espèce d'aura, c'était quasiment comme un super-héros. Et Gil Carillo me disait, la première fois que je me suis retrouvé dans le bureau avec Frank Salerno,
dans son esprit, c'était le grand Frank Salerno, Okay. là, sur un piédestal. Puis lui était un jeune policier de la brigade. Il dit, écoute, et quand Frank Salerno me dit, je le veux, lui, il dit, j'ai resté sans voix, j'ai bégayé pendant 3 minutes avant de répondre, oui, chef. C'était vraiment cette histoire-là des étrangleurs de Hillside a permis, dans un premier temps, il faut toujours se rappeler qu'on est à la fin des années 70, début des années 80. On n'a pas la même criminalistique que l'on a aujourd'hui. En effet. La façon dont les enquêtes étaient menées, c'était très différent. Et à l'époque, au moment où les crimes de Hillside vont se produire, la brigade du profiling du FBI, elle est tout à fait naissante à ce moment-là. Là. On n'a pas un grand répertoire de tueurs en série qui nous permettrait de mieux comprendre la motivation et le modus operandi de ces tueurs-là. Tu as aussi bien mentionné l'idée qu'au départ, quand on va commencer à trouver des cadavres, pourquoi on les a appelés, disons-le tout de suite, les Hillside Stranglers. Pourquoi ce surnom? Mais parce que les corps sont retrouvés sur les collines qui entourent la ville de Los Angeles. Donc ceux qui sont allés à Los Angeles, peu importe dans quelle direction on regarde, mis à part, c'est sûr que si on regarde vers la mer, le paysage est plus plat. Ouais, oui, le relief est plat. Mais dès qu'on regarde de l'autre côté, en direction est, on a la chaîne côtière qui se poursuit. C'est éventuellement la chaîne des Rocheuses qui est là, qui se poursuit. Et ensuite, plus au nord, bien évidemment, ce sont les montagnes qui vont marquer la limite entre les États de l'Oregon et l'État de Washington. Donc, on a de très importantes montagnes et on peut dire que Los Angeles est un peu à la base de ces montagnes-là en se dirigeant vers la mer. Et les corps seront retrouvés dans ces collines et ils sont généralement laissés de manière très choquante, volontairement les tueurs, parce qu'au départ, on ne sait pas si on est en présence de 2 tueurs, mais les corps sont laissés de manière clairement à choquer les personnes qui vont trouver les corps. Et tu l'as bien mentionné au début, lorsqu'on commence à trouver ces corps, les policiers croient essentiellement qu'il s'agit d'un seul tueur. Et moi, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire-là, il y avait un moment donné durant l'enquête, au tout début de l'enquête, on est rendu à la 3e ou 4e victime, il y a un médium qui vient de Berlin, en Allemagne, qui est sur place. Et la police, il faut toujours se rappeler, quand on parle de médium, c'est rarement les forces de police qui vont faire appel à un médium. C'est le médium qui fait appel aux gens. C'est le médium, ou parfois, brisons tout de suite cette espèce de mot où on croit ça, c'est souvent aussi à l'initiative d'un policier. Il y a dans la brigade un policier qui lui croit à ces phénomènes paranormaux, où il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais c'est souvent une initiative personnelle d'un policier. Donc, c'est rarement toute la brigade qui vont dire à leur chef, oui, contactez un médium. Ça ne se passe pas comme ça. Mais dans le cas de l'enquête sur les tueurs de Hillside, à un moment donné, ce médium est là, on en est rendu au 3e ou 4e crime. On croit clairement qu'il s'agit essentiellement, il faut dire que les 2 premières victimes ont été des prostituées. La 3e, on a dit c'est une danseuse, mais entendons-nous, elle faisait de la danse professionnelle et faire de la danse en ligne, c'est pas de danser aux tables, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a comme une nuance. Fait que ça avait été un peu mal interprété par la presse, laissant supposer que la 3e victime était peut-être aussi, elle faisait aussi un peu dans l'industrie du sexe. Et donc, on se disait, c'est peut-être une espèce de vendetta qui est menée par un souteneur, un proxénète. Et à ce moment-là, donc, ce médium, à la demande des policiers de la brigade, ils vont intervenir, ils rencontrent les policiers. Et dès le départ, j'ai entre les mains la déclaration qu'il avait faite. Puis il y a quelques éléments qui sont intéressants. Il dit aux policiers, il dit, vous vous trompez. Vous devez pas chercher un tueur, mais 2, ce que les policiers rejettent immédiatement. Pour eux, c'est clair qu'on est en présence d'un même modus operandi. Il n'y a rien qui permet de croire qu'on est en présence de 2 tueurs. Et cet individu-là dit, non seulement vous devez chercher 2 tueurs, mais ce sont 2 tueurs qui sont des Italiens. Il dit bien, ce sont des Italiens. Et il dit, ce sont des frères. Éventuellement, oui, ce sont des Italiens, mais ce ne sont pas des frères, ce sont des cousins. Mais déjà, on n'était pas tellement loin de la plaque.
Donc ça, c'est intéressant là, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'aspect surnaturel de la chose. Il y a ces éléments-là qui sont intéressants. Donc, écoute, plongeons-nous immédiatement dans le... On va laisser Dan faire son travail pour nous analyser nos deux mécréants de ce soir. Oui. Mais commençons d'abord par les crimes eux-mêmes. Hein. L'affaire commence, on est en octobre 1977, le 18 octobre 1977. Le corps d'une femme nue est retrouvé. Le corps a été abandonné dans une situation un peu choquante. Les policiers vont découvrir, en fait, les enquêteurs, les légistes vont découvrir que le corps a été lavé, ce qui laisse croire clairement que la femme a été assassinée ailleurs, transportée sur place. Pourquoi a-t-on lavé le corps? Évidemment, le premier élément, c'est de se dire, peut-être qu'il y a-t-il eu un remords de la part de l'assassin, alors que d'autres croient plutôt que le tueur ou les tueurs, mais on va parler au singulier à ce moment-là, parce que c'est ce que croit la police. On croit que l'assassin a craint qu'éventuellement il ait laissé sur le corps de la victime des éléments qui auraient permis de remonter jusqu'à lui, d'où le fait d'avoir lavé le corps. Ce qui empêche, toujours dans cette criminalistique de 1977, qui empêche finalement de prélever des échantillons de sperme qui pourraient être non contaminés. Donc on a tous ces éléments-là qui sont un peu déroutants. Le corps est abandonné près de l'autoroute de Ventura. C'est une autoroute qui circule autour de Los Angeles. Et on va trouver sur le corps de la victime des marques aux poignets et aux chevilles. D'ailleurs qu'on va retrouver dans à peu près tous les corps qui seront associés à l'affaire des étrangleurs de Hillside. Et le légiste est formel. La victime a été violée et a été torturée et est morte par strangulation. Et la victime est identifiée comme étant Yolanda Washington. C'est une jeune femme qui avait des antécédents de prostitution, qui avait été arrêtée pour racolage, donc qui était déjà fichée dans les services de police. Et puis on passe à notre deuxième victime. Donc, évidemment, un crime dans un endroit comme Los Angeles, même si le corps est présenté, laissé comme ça sur place, évidemment, c'est des centaines et des centaines de meurtres qui sont commis chaque année dans les grandes métropoles américaines. Ouais. Donc, un meurtre parmi tant d'autres, et qui plus est, et ça va jouer un peu au départ, les premières victimes, à tort ou à raison, mais les deux premières, c'est vrai qu'elles étaient fichées pour faire de la prostitution. On en a deux autres par la suite qui ont été visiblement mal interprétées ou associées à la prostitution par les médias, ce qui n'était pas le cas, mais néanmoins, ça donnait une impression que ces gens-là venaient toutes de l'industrie du sexe, et les policiers n'ont porté qu'un intérêt assez secondaire. Hein. C'est parce que pour les policiers, ce sont des femmes qui se mettent, il y a des souteneurs, il y a tout un réseau, ce sont des femmes qui se mettent elles-mêmes en danger, donc même si on faisait une espèce de campagne pour les mettre en garde, par leurs activités, elles vont éventuellement se mettre dans des situations qui sont dangereuses pour elles. Et qui plus est, ayons pas peur des mots, les prostituées, comme les gens de couleur, sont souvent considérés dans cette Amérique malheureusement blanche, raciste, souvent comme des citoyens un peu de deuxième zone. Donc, leur disparition ou leur mort devient moins importante que celle d'un citoyen de la classe moyenne, bien nanti, blanc. Il y a toute une situation. Il faut quand même, il ne faut pas jouer à l'autruche. On peut comprendre que les forces de police sont, elles ont les policiers, ce sont des humains, ils ont le billet, ils ont également leurs préjugés. Et évidemment, ça va jouer dans l'investigation. Donc ça, c'est notre première victime. Et puis voilà que le 1er novembre 1977, donc on est quand même tout près, là, on est à 2 semaines plus tard, on va trouver à La Crescenta, qui est une petite bourgade, une banlieue qui est à 20 km de Los Angeles. On va trouver le corps nu d'une jeune femme. Éventuellement, c'est une adolescente de 15 ans. Elle va être identifiée comme étant Judith Miller. On va trouver là aussi des marques qui montrent des marques de ligature aux poignets et aux chevilles, ce qui montre qu'elle a été maintenue, gardée, prisonnière. Combien de temps, c'est difficile à déterminer. On sait que les médecins légistes vont également déterminer qu'elle est morte par strangulation. L'adolescente a d'ailleurs été... on sait que l'adolescente a été amenée sur ce site-là. Donc, le corps n'a pas été lavé, mais les indices montrent très clairement qu'elle a été tuée ailleurs avant d'être amenée sur place.
Le seul élément qu'on va trouver un peu, c'est que le seul élément qui va être d'ordre médico-légal, c'est qu'on va trouver sur la paupière de la victime une fibre blanche. Oh. Donc, on va la mettre de côté, mais c'est à peu près le seul indice qu'on va trouver. L'autopsie va révéler qu'elle a été agressée sexuellement, violée et sodomisée. Et en fouillant dans les archives de la police, à partir des empreintes digitales, on va découvrir effectivement qu'elle était fichée. Ça peut paraître toujours étrange. On parle ici d'une adolescente de 15 ans, mais oui, une adolescente de 15 ans qui était fichée pour s'adonner de manière occasionnelle à la prostitution. Et également, elle était fichée comme étant une fugueuse. Okay. Donc, on a ces deux éléments-là. Et lorsqu'on va commencer à enquêter les gens du quartier, là où elle s'adonnait parfois à la prostitution, vont dire, oui, on l'a vu, à un moment donné, elle s'est fait accoster par un homme. Et cet homme, et c'est un premier indice, hein, l'homme, d'après les témoins, a agi comme s'il était un policier. Donc, il était seul, ce qui vient renforcer l'idée que l'agresseur est un assassin seul. Mais les témoins vont dire, il a agi un peu comme un policier, c'est-à-dire qu'il s'est approché de la voiture, il est sorti, il a fait mine de montrer quelque chose, comme s'il avait exhibé un badge de police. Et puis ensuite, elle est montée à bord de la voiture et ils se sont éloignés. Donc déjà là, on a un premier indice, mais ça reste quand même assez flou. Les gens sont incapables de donner une image précise de l'homme, ça s'est fait dans l'obscurité. Et puis encore une fois, pour les policiers, on ne pousse pas davantage parce qu'on se dit, de toute façon, c'est une prostituée. Est-ce que c'est encore un truc avec un proxénète? Ce qu'il y a de triste dans cette histoire-là, c'est au moment où le corps a été trouvé, l'homme qui a trouvé le corps a recouvert le corps d'une bâche avant que les policiers arrivent parce que ses enfants devaient aller à l'école. Ils passaient par ce petit chemin là, derrière la maison où le corps a été trouvé. Donc, il a voulu soustraire ça à la vue des enfants. Bonne chose parce que le corps était placé dans une manière, encore une fois, excessivement suggestive. Et puis, on avance encore une fois dans le temps. On arrive à la troisième victime. Elle s'appelle Lisa Kasten. C'est une jeune femme de 21 ans. Et le corps est retrouvé le 6 novembre 1977. Il est retrouvé près de Glendale. Là, cette fois, on est clairement en banlieue de Los Angeles, une banlieue proche de Los Angeles. Le corps est nu, présente des marques aux poignets, aux chevilles, comme dans tous les autres cas. Encore une fois, on va déterminer qu'elle est morte par strangulation. Elle a été battue, violée et elle aussi sodomisée. Et en fouillant en remontant un peu le pédigré, parce qu'on va éventuellement l'identifier, on découvre qu'elle était une serveuse. Elle n'avait aucun antécédent de prostitution ni de consommation de drogue. Mais, encore une fois, probablement parce que ici, on a comme l'idée de c'est une serveuse. Il y a comme une interprétation qui est faite que peut-être aussi qu'elle s'adonnait à la prostitution pour arrondir les fins de mois, mais il n'y a rien de cela qu'on retrouve dans les archives de police et dans l'investigation, il n'y a rien non plus qui permet de croire que cette femme-là aurait se serait adonnée à la prostitution. Pour arrondir les fins de mois. Oui, c'est ça. Mais on ne la connaît pas non plus comme étant une fugueuse. Elle n'a clairement pas d'antécédents. Donc, elle vient s'ajouter à la liste. Les marques au poignet, les marques aux chevilles, la strangulation nous montrent qu'on est bel et bien en présence d'un seul et même agresseur qui utilise toujours le même modus operandi. Et puis arrive un incident, amusant, mais entre guillemets toujours, là, c'est celui de l'enlèvement raté de Catherine Lore Baker. Et ça, oui, c'est un peu étonnant. Bon, c'est une jeune femme qui a 24 ans. On est au début de novembre 1977, donc à peu près au même moment où on va retrouver le corps de Lisa Kasten. Donc, deux hommes vont arrêter Catherine Lore Baker. Ils vont lui demander de monter en voiture. Ils font semblant, encore une fois, d'être des policiers. Parce qu'elle pourra le dire, hein, elle est la chanceuse qui va avoir survécu pour raconter comment ça s'est passé. Elle va témoigner au procès. Et là, elle dit, les deux hommes m'ont fait monter dans la voiture. Ils ont exhibé des badges de police. Ils étaient deux. Donc, à ce moment-là, c'est assez troublant. Et elle dit, ils m'ont demandé mon identité parce qu'en agissant en policier, qui es-tu? As-tu une pièce d'identité? Elle lui donne sa pièce d'identité. Et lorsqu'elle tend son portefeuille, il y a sa carte d'identité, c'est la carte de son permis de conduire avec sa photographie. Donc là, ils peuvent lire son nom, Catherine Lore Baker. Mais ce qu'ils voient, c'est que dans le portefeuille, il y a une photo d'elle et son père. Et son père est Peter Lore. Peter Lore,
c'est une grande vedette de cinéma des années 40 et 50. Okay. Il a joué notamment, c'est un peu un paradoxe, il a joué un tueur en série dans un film de Fritz Lang de 1931, c'est un film d'ailleurs qui est un classique du cinéma, qui s'appelait Monsieur M. Donc Monsieur M, c'était le tueur, d'ailleurs, qui est inspiré, le film Monsieur M est inspiré d'un tueur en série qui s'appelait Peter Curtin, qui a tué, on reviendra éventuellement sur cet assassin-là, personnage assez fascinant qu'on a appelé le vampire de Düsseldorf. Okay. Donc, on s'était inspiré de ce personnage, le vampire de Düsseldorf, pour ce film Monsieur M de Fritz Lang. Et donc, lorsque nos deux agresseurs enlèvent Catherine Lohr, et ils voient la photo d'elle avec son père, ils lui disent, on reconnaît cet homme-là, c'est qui? Puis elle dit, ben ça, c'est Peter Lohr, c'est mon père, l'acteur. Et là, ils comprennent que s'ils l'enlevaient, ils l'assassinaient comme ils l'ont fait avec les autres victimes. Et éventuellement, la police ciblerait immédiatement. Là, on multiplierait les efforts pour mettre la main sur les tueurs. Donc, les deux tueurs prennent la décision, sage décision, de ne pas tuer Mademoiselle Lohr parce que pour éviter éventuellement de se retrouver davantage, se retrouver davantage dans le collimateur des services de police. Donc, elle s'en tire et éventuellement, elle va porter plainte sur cet événement. Mais en fait, elle ne porte pas plainte sur l'événement parce qu'elle n'a rien à craindre. C'est-à-dire que les policiers ne lui laissent pas, ne lui font pas d'avance, rien du tout, là. Rien qui pourrait lui porter préjudice. Donc, ils la laissent partir en disant, bon, parfait, c'est une simple vérification, elle ouvre la portière, puis elle s'en va. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on va arrêter Bianchi et Bueno, et et qu'elle va voir leurs photos à la télé, et qu'elle va comprendre quel était leur modus operandi, elle va se rappeler que ces deux types-là, ils m'ont déjà arrêté. Ça doit être terrible de réaliser que tu as passé aussi près de mourir. Oui, absolument. Absolument. Donc, elle échappe à la mort d'une manière tout à fait exceptionnelle. Ce qui nous amène aux 4e et 5e victimes. Il s'agit de Dolores Cepeda, qui a 12 ans, et Sonia Johnson, 14 ans. On est le 13 novembre 1977. Et ça, c'est la date à laquelle on va trouver leur corps. Elles ont été vues la dernière fois, elles descendaient d'un autobus. Le 13 novembre, c'est la date à laquelle elles ont été vues descendant d'un autobus. Les corps seront retrouvés le 20 novembre 1977 par un garçon de 9 ans près du Dodger Stadium. On est bel et bien à Los Angeles. Les corps sont nus et ils sont en état de décomposition, ce qui laisse supposer qu'elles ont été tuées très rapidement après leur disparition. Donc, elles descendent de ce bus le 13 novembre 1977. Les corps sont retrouvés une semaine plus tard. On comprend qu'à Los Angeles, laissés à l'extérieur, le corps se commence à entrer en état de putréfaction très, très rapidement. Oh, oui, absolument. Et l'enquête va révéler que les adolescentes ont été violées et étranglées. Et ce qui est assez intéressant, encore là, on a, lorsqu'elles descendent du bus, d'autres personnes qui étaient dans le bus vont voir les deux adolescentes se faire accoster. Dès qu'elles sortent du bus, elles sont sur le trottoir, elles font quelques pas. Une voiture était stationnée, deux hommes en sortent et s'adressent à elles. Évidemment, le bus continue sa route, donc les gens qui étaient dans le bus ne voient pas davantage la scène, mais ceux qui seront interrogés diront, au moment où le bus est reparti, je regardais par la fenêtre et j'ai vu les deux adolescentes être accostées par deux hommes qui conduisaient une grosse voiture. Mais encore là, c'est peu d'informations. Une grosse voiture, il y en a énormément. Là, on est aux États-Unis en 1977. Veut dire de la grosse voiture, il y en a. C'est pas ça qui manque. Ce qui nous amène à la 6e victime, Christina Weckler. Là, c'était le même jour où on trouve nos deux précédentes adolescentes, là, Dolores Cepeda et Sonia Johnson, le même jour où on trouve leur corps, soit le 20 novembre 1977, le corps d'une autre femme, nue encore une fois, est découvert près de Glendale, et entre en fait Glendale et Eagle Rock. On est encore deux banlieues de Los Angeles. Le corps présente des marques aux chevilles, aux poignets, comme dans tous les autres cas. La femme a été violée, sodomisée. La cause de la mort est déterminée comme étant une strangulation. Ce qu'il y a de particulier dans le cas de Christina Weckler, c'est que on va trouver sur son bras une marque de piqûre.
Et à ce moment-là, la première réaction, c'est de se dire, c'est peut-être une toxicomane, mais elle n'a aucun antécédent connu. Lorsqu'elle est identifiée, les gens qui la connaissent ne parlent pas d'antécédent. Et à l'autopsie, on va découvrir qu'en fait, cette marque de piqûre a été faite par une seringue hypodermique, effectivement, mais que ça a été fait visiblement par les assassins qui lui ont injecté du Windex et du Monsieur Net. Ouais. C'est-tu un statement pour la purifier ou c'était pour essayer de l'empoisonner? En fait, c'est assez difficile. C'est comme s'ils se sont amusés à faire ça. C'était davantage un aspect sadique de la chose. Ils lui ont injecté du Windex et du Monsieur Net. Et puis on arrive à la 7e victime, Evelyn Jenkins, 28 ans. Le corps est découvert le 23 novembre 1977 en état de décomposition. Elle était disparue depuis le 9 novembre 1977, donc on parle ici à peu près d'une douzaine de jours pour sa disparition. Le corps est retrouvé près de l'autoroute, la Golden State, qui est une autoroute importante qui entre dans Los Angeles. Elle a été violée et torturée. Et c'est en fait à partir de cette victime, la 7e victime, que les autorités du bureau du shérif du comté de Los Angeles vont mettre en place cette fameuse unité dont on a parlé en début d'émission, l'unité pour arrêter le Hillside Strangler. Et cette unité, elle est dirigée par Frank Salerno, ce même Frank Salerno qui va aussi contribuer à l'arrestation de Richard Ramirez en 1984 dans l'affaire des crimes du rôdeur de la nuit. Donc à partir de là, les policiers, mais il faut quand même le dire, à partir de cette 7e victime, les policiers savent qu'on est en présence d'un tueur en série, mais on a la porte ouverte très sérieusement sur 2 tueurs en série, pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que plusieurs témoins sont venus parler de 2 personnes qui semblaient être intervenues, avoir intercepté les victimes peu de temps avant qu'elles disparaissent. Là, on commence à se poser sérieusement la question qu'on est peut-être en présence d'un couple de tueurs, mais couple, on parle de 2 hommes, donc un duo de tueurs. Ouais. La 8e victime s'appelle Lauren Vigan. Son corps est retrouvé le 29 novembre 1977. Le corps est retrouvé sur le mont Washington, là, pas celui des White Mountains, mais celui qui est tout près de Los Angeles. Et un peu, est-ce que c'est une marque de défiance aux autorités? Le corps est laissé dans une pose très suggestive, mais il est laissé de manière telle que ça donne pratiquement sur l'hôtel de ville de Los Angeles. Donc, les gens là, qui étaient au dernier étage de l'hôtel de ville, en regardant par la fenêtre qui donne directement sur le mont Washington, auraient pu voir le corps de Lauren Vigan, 18 ans, qui avait été laissé abandonné sur la colline. Elle a aussi des marques aux chevilles, aux poignets, elle a été étranglée. Elle a également des marques de brûlure sur les mains, ce qui laisse supposer qu'elle a été torturée de manière assez soutenue. Ce qui est assez surprenant, encore une fois, ici, c'est que quand on va retrouver, quand l'enquête débute sur sa disparition, c'est parce que ses parents, comme je l'ai mentionné, elle disparaît, le corps est retrouvé le 29 novembre, mais elle était disparue depuis plusieurs jours et l'enquête avait été ouverte parce que sa voiture a été retrouvée devant la maison familiale et la porte était en partie ouverte. Donc, c'est son père, en fait, parce que, il s'attendait de l'avoir arrivée avant minuit, la veille, elle n'arrive pas, et puis donc, là, éventuellement, il l'attend, et le lendemain, lorsqu'il sort dehors, il voit sa voiture qui est stationnée sur l'autre côté de la rue, au côté du trottoir, il s'approche, il constate que la porte côté conducteur est en partie ouverte. Elle n'est pas, entre guillemets, elle n'est pas clenchée, elle n'est pas verrouillée. Okay. Donc, comme si elle était débarquée de sa voiture et quelque chose l'avait comme soudainement distrait et qu'elle n'avait pas fermé la porte correctement. Et là, lorsqu'il interroge les voisins, une voisine, entre autres, dit qu'elle l'a vu se stationner, débarquer de sa voiture, et au même moment, elle a été accostée par 2 hommes qui débarquaient d'une grande voiture. Et cette femme va même ajouter qu'elle l'a vu monter dans la voiture de ces 2 hommes, et elle l'a même entendu dire « Vous vous en tirerez pas comme ça », comme si c'était une espèce de menace. Est-ce que ces gens-là ont dit on est des policiers, puis on t'embarque, puis là, elle dit vous vous en sortirez pas comme ça parce qu'on n'avait rien à lui reprocher. Ça reste un peu ambigu, mais cette voisine a vu 2 hommes accostés, Lauren Vigan, et l'ont vu monter dans la voiture en question. On arrive à la 9e victime, Kimberly Martin. Non, je vous rassure, on n'en a pas 200 comme ça. On arrive à la fin. Il y en a au moins 10 au total. 10, oui, on en a 10. Donc, la 9e victime, Kimberly Martin. Le corps est découvert le 14 décembre 1977, près, encore une fois, de l'hôtel de ville de L.A. Elle a des marques aux poignets et aux chevilles.
elle a été torturée, violée et étranglée, donc qui correspond toujours au même modus operandi. Et puis la 10e victime, Cindy Hopsett, elle a 20 ans, son corps est retrouvé le 17 février 1978, trouvé d'ailleurs de manière assez étonnante, hein? C'est un hélicoptère qui fait la circulation, donc qui survole la grande région de Los Angeles, et il voit une petite Datsun orange qui semble embourbée dans un petit ravin juste à la sortie de la ville. Donc, il en informe les autorités. Les policiers arrivent sur place, trouvent la voiture en question, et la voiture est identifiée comme celle de Cindy Hopsett. Et en ouvrant la voiture, la malle arrière de la voiture, ils vont trouver le corps à l'intérieur. La femme est nue, elle est morte, elle a été violée, torturée, étranglée. Elle aussi porte des marques aux poignets et aux chevilles. Et voilà, et ce meurtre, c'est le 10e de la série, et ce sera le dernier meurtre des étrangleurs de Hillside. À ce moment-là, il faut quand même le dire, les policiers ont très, très peu d'indices. Hein. Et si on s'était arrêté là, il y a de fortes chances qu'on n'aurait jamais attrapé Bianchi Bueno. Il s'en serait probablement tiré. La seule affaire, le seul élément qu'on avait, au niveau médico-légal, on avait une fibre qui avait été trouvée sur une victime. On avait quelques témoignages qui parlaient de 2 hommes qui semblaient apparemment utiliser le subterfuge d'être des policiers pour intercepter les victimes. D'ailleurs, c'est une technique qui a souvent été utilisée. Hein. Je veux dire, il y a plein de tueurs en série qui ont utilisé cette technique-là. Le tueur de la Green River, il y a également Ted Bundy qui utilisait ça, cette idée de, on est un policier, on vous arrête, puis on fait une enquête, puis bon. Fait que, éventuellement, d'ailleurs, Ted Bundy, il avait même amené une de ses victimes derrière un magasin et là, il y avait comme une porte qui donnait sur un réduit. Puis ça, c'est le poste de police, tu sais. Bon, un peu absurde comme idée de croire que la victime aurait avalé un truc comme ça. Mais bon, et donc c'est une technique qui a souvent été utilisée. Et à ce moment-là, les policiers n'ont pas grand-chose et l'affaire tombe dans l'oubli. C'est ce qui explique le délai avec l'arrestation. Oui, absolument. Donc, pendant une année entière, l'enquête piétine. On n'a aucune idée de qui sont ces individus. Évidemment, on s'étonne parce que la cadence des meurtres était assez élevée et soudainement, il y a cet arrêt. Et puis, on est en janvier 1979, donc pratiquement 1 an jour pour jour après le dernier meurtre des étrangleurs de Hillside. On a la disparition de 2 jeunes femmes, une certaine Karen Mendick, qui a 22 ans, et Diane Wilder, 27 ans. Ce sont 2 colocs et qui fréquentent également l'Université de l'État de Washington. Et elles disparaissent donc dans la soirée du 11 janvier 1979. Et ce qui va permettre la grande percée là-dedans, c'est que avant de prendre, notamment Karen Mendick, avant de quitter son travail, elle demande à son patron, elle dit, moi, je vais m'absenter pendant 2 heures, ça ne sera pas très long. Donc, elle demande une extension de son heure de dîner. En fait, c'est l'heure de souper. Là. Elle va avoir une extension parce qu'elle dit, et là, ça devait être secret, mais elle livre l'affaire. Elle dit aux gens qui travaillent avec elle, elle dit, je dois avoir une plus longue période parce que un individu, un dénommé Kenneth Bianchi, nous a offert $100 à moi et Diane pour aller surveiller une maison. Parce que cette maison-là, qui est située au 334 Bayside Road, on est à ce moment-là dans la ville de Bellingham, dans l'État de Washington. Et elle dit, ben voilà, cette maison-là, elle est comme couverte par un système de sécurité, mais le système de sécurité devra être désactivé. C'est une histoire cousue de fil blanc. Le système de sécurité va être désactivé pendant 2 ou 3 heures. Et Kenneth Bianchi, qui est un agent de sécurité, hein, il travaille pour une compagnie locale, la Watcom Security, nous a demandé donc de surveiller la maison le temps que le système de sécurité serait débranché. Il nous a promis $100 chacune. Et donc, son patron lui dit, OK, parfait, tu peux prendre un plus longtemps sur ton heure de souper. Et comme elle ne revient pas au travail, immédiatement, il y a la lumière, un drapeau rouge élevé. Et là, on commence à immédiatement enquêter. Et c'est peut-être pourquoi les policiers vont très rapidement être précipités dans cette investigation. Le lendemain, donc le 12 janvier, malheureusement, les corps sont retrouvés dans une voiture, hein, celle de Mendick. Elle est placée au fond d'un cul-de-sac sur Willow Road. Les corps sont dans la voiture. Là aussi, dans le cas présent, elles ont toutes 2 été agressées sexuellement et étranglées.
On va retrouver sur une des victimes, sous ses chaussures, on va trouver notamment des fibres de tapis. Et là, évidemment, l'enquête se met assez rapidement en place. On va visiter le 334 Bayside Road, qui est une maison où le propriétaire n'est pas là. Et éventuellement, on remonte jusqu'à Kenneth Bianchi, parce que les jeunes femmes ont clairement mentionné son nom en lien avec le Whatcom Security, qui devait débrancher le système de sécurité. Bianchi répond non, je les connais pas, ou je la connais pas, parlant principalement de Mandic. Il dit je la connais pas, et qui plus est, je suis allé suivre un cours parce que c'est un type qui rêve de devenir un policier, donc il dit je suis allé suivre une espèce de cours ce soir-là, mais éventuellement son alibi va tomber à l'eau. Les policiers vont obtenir une autorisation pour pénétrer dans le 334 Bayside Road. On va découvrir à l'intérieur non seulement les empreintes digitales de Bianchi, mais on va également trouver dans des éléments qui mettent clairement en évidence que les jeunes femmes se sont retrouvées là, principalement les fibres de tapis qu'on va retrouver sous leurs chaussures. OK. Les policiers vont tenir un mandat. Puis là, je fais ça vite parce que je veux vite céder la parole à Daniel. Pas de problème. Parce que donc là, on trouve les fibres. On obtient un mandat pour perquisitionner chez Bianchi. Et là, éventuellement, on va trouver chez Bianchi des éléments qui montrent qu'il est responsable du meurtre de ces deux femmes, Karen Mandic et Diane Wilder. Mais on va trouver en sa possession des objets qui laissent croire qu'il était un an plus tôt dans la région de Los Angeles et qui pourrait être lié aux crimes des crimes de l'étrangleur de Hillside. Donc, les policiers de Bellingham vont prendre contact avec les policiers du Grand Los Angeles. Ils vont parler à Frank Salerno, notamment. Et là, éventuellement, on va faire le lien entre Bianchi et éventuellement, on va remonter jusqu'à son cousin, Bueno. Et les deux hommes seront éventuellement arrêtés. D'ailleurs, c'est la plus belle des histoires, ça, Christian. Je te le dis, quand les services de police se parlent, là, c'est rare à l'époque, en plus, qu'on fait pas d'erreur en ne se parlant pas, justement. Puis, Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand faut dire que pour ce qui est de Bianchi, il est arrêté le jour même. On a suffisamment d'éléments pour dire, voilà, c'est notre bonhomme. Et à partir du moment où il est arrêté, il sait, dans l'État de Washington, il y a la peine de mort, il pourrait être condamné à mort, et très rapidement, pour échapper à la peine de mort, il va vite plaider coupable. Et là, je ne veux pas trop empiéter sur le terrain de Daniel, parce que, il y a des éléments intéressants. Dans le cas de Bianchi, il va jouer le fait qu'il y a une double personnalité, qui se dédouble en Steven. Steven, c'est lui l'assassin. Et là, rapidement, il va accuser Bueno d'être l'autre responsable. Et éventuellement, les policiers vont procéder à l'arrestation de Bueno. Ça va être... le procès va perdurer pendant 2 ans. Bianchi va témoigner contre Bueno, le rendre responsable de tous les crimes. Et éventuellement, les deux hommes seront condamnés à des peines de prison à perpétuité. D'ailleurs, le juge c'est une décision qui déplaît au juge parce que c'est à la demande du jury. Donc, le jury demande des peines d'incarcération à perpétuité, alors que lui, le juge, aurait préféré imposer une condamnation à mort. Mais bref, les deux hommes vont se retrouver derrière les barreaux. Et éventuellement, Bianchi va décéder en 2002, je crois. Pas Bianchi, Bueno va décéder en 2002. Et Bianchi, lui, est toujours vivant. D'ailleurs, Bianchi a une histoire un peu assez sordide. Pour essayer de se disculper, il va se mettre à fréquenter une femme alors qu'il est derrière les barreaux. Et cette femme-là va accepter de jouer le jeu, d'aller assassiner une prostituée. Il lui a même donné du sperme pour essayer qu'elle mette du sperme sur la victime, pour essayer de le disculper. Une histoire assez sordide. La femme n'aura pas le courage de passer au meurtre et elle va être prise par les policiers. Elle va éventer toute l'histoire. Et évidemment, ça ne montre que... Oui. Puis Christian, tu sais, cette histoire-là qui semble vraiment, vraiment étrange, c'était pour faire croire que l'étrangleur était encore en liberté. OK. Absolument, oui. Donc, alors à toi, ces deux personnes, on va le voir, ces deux personnes qui viennent de milieux défavorisés, des gens qui ont des antécédents de violence, de petite criminalité. Absolument. Alors, à toi, Daniel, je te laisse, messieurs Bianchi et Bueno. Oui. Quel sympathique personnage, mais tu sais, c'est deux cas, en fait, assez intéressants.
ils ont des trajectoires différentes, mais en même temps qui vont se rejoindre. Du côté de Bianchi, je me suis un petit peu intéressé au niveau du passé. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui est né d'une mère qui était prostituée. Une mère qui était très jeune d'ailleurs, et il va être confié à l'adoption, je crois qu'il y avait autour de... je ne sais même pas s'il y avait un an. Quelques semaines de vie, oui. C'est ça, donc il va être abandonné très jeune. Je sais que quand on regarde le profil, en fait, c'est un élément qui ressort, mais j'ai pas eu cette impression-là que ça a joué un rôle au niveau de la dynamique délictuelle éventuelle avec Buono. J'ai pas eu l'impression qu'ils s'en sont pris à des jeunes femmes, qui faisaient un petit peu de la prostitution, parce qu'il y avait notamment Bianchi une aversion envers les prostituées. De ce que j'ai pu lire, il y avait une colère envers sa mère biologique, mais j'ai pas eu l'impression que cette colère-là a déteint sur les crimes, en fait, les crimes les plus graves qu'il a commis. Par contre, du côté d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que les premières victimes, on peut faire un lien dans la mesure où les 2 premières victimes, ça donnait au milieu de la prostitution. C'était clairement un milieu qu'il connaissait parce que lorsque Bianchi va rejoindre Buono, parce que Bianchi est dans la région de Rochester, d'ailleurs, on pourrait faire une autre émission parce qu'il était associé au crime, à l'Alphabet Killer, des crimes de jeunes filles dont les noms commençaient par les mêmes lettres de l'alphabet, le WW ou AA ou BB. Et ces crimes n'ont jamais été résolus et ça s'est produit à Rochester à l'époque où Bianchi était là. Et quand il va rejoindre Buono à Los Angeles, ils vont vivre un temps ensemble. Leur idée, c'est de se lancer dans le proxénétisme. Ils veulent monter une escouade de prostituées qui va travailler pour eux et ainsi devenir des proxénètes. Et les premières victimes, d'ailleurs, sont des prostituées, clairement un milieu qu'ils avaient sensiblement côtoyé dans leur fantasme de mettre sur pied cette organisation-là. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ce que je peux vous dire du côté de Bianchi, c'est que lui va avoir une enfance assez trouble, notamment au niveau scolaire. On parle quand même d'un jeune homme qui avait beaucoup de problèmes de comportement, mais qui avait une intelligence supérieure à la moyenne. Quand je regarde ça, je me suis demandé si Bianchi avait une certaine douance. Parce que à l'école, notamment les enfants qui ont des problèmes de comportement, pas tous évidemment, mais souvent quand les enfants sont en avant de leur âge, au niveau de leur faculté intellectuelle, ils vont souvent être plus turbulents. C'est pas parce que nécessairement ils ont des problèmes de comportement à la base parce qu'ils ont un mauvais milieu, mais c'est plus parce qu'ils s'emmerdent. Ouais. Donc pour eux autres, ce qui va prendre plus de temps pour la moyenne des enfants, eux autres l'ont compris très rapidement. Et quand tu as un enfant qui finalement n'apprend plus parce que lui, il a déjà saisi, ben tu te retrouves avec un jeune que tu demandes d'être assis pendant des heures. Et à un moment donné, lui, il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit stimulé et tout. Et c'était pas le cas. Donc, du côté de Bianchi, je me suis demandé si à l'école, c'était un petit peu son fonctionnement. Par contre, ce qu'on a remarqué chez lui à un très jeune âge, c'est que c'était un menteur compulsif. Il mentait, mais tout le temps, pour se disculper au niveau, par exemple, de petits méfaits qu'il faisait, des petits trucs d'écolier, mais assez rapidement, ses parents adoptifs vont se rendre compte qu'il est toujours en train de mentir. Il ment à l'école, il leur ment à eux, et ça va le suivre tout au long de sa vie. D'ailleurs, je viens de faire une précision. Tu as mentionné ses parents adoptifs, soulignons-le. Oui. Il est l'enfant unique de ses parents adoptifs et ses parents adoptifs, en fait, c'est sa mère adoptive, c'est la sœur du père de Buono. Donc, c'est là leur lien de parenté. Là, Donc, c'est comme ça qu'ils deviennent cousins, mais ils deviennent cousins parce que finalement, Bianchi est adopté. Ouais, c'est ça, il est adopté par la sœur de son père. Là, voilà. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes un peu le duo en tant que tel, c'est souvent mentionné, c'était son cousin adoptif. Tu sais, fait que c'est un peu étrange à dire, là, mais c'est ça pareil. Mais ce mensonge pathologique-là va le suivre tout au long de sa vie. En fait, et là, j'avance très, très rapidement dans le temps.
À l'école, il performe pas bien, c'est pas faute de faculté intellectuelle, mais il va être beaucoup décrit comme un paresseux. En fait, il a les compétences, mais il les met pas à profit. C'est comme si lui était comme, bah oui, je sais que j'ai ça à faire, mais pourquoi j'investirais du temps là-dedans? Ça m'intéresse pas plus que ça. Et il va finir par rencontrer sa femme, sa première femme en fait, et même à elle, il va commencer à lui mentir sur le... Tu sais, lui, il avait commencé... en fait, il avait été admis à l'université en psychologie. Il a fait une seule et unique session. Il a abandonné, mais il va faire croire à sa femme que non, il continue là-dedans. À un moment donné, il va même lui faire croire, pour question d'être pris en pitié, qu'il a un cancer. C'est pas vrai. Ah, non. Fait qu'on voit qu'il y a du mensonge continuellement dans sa vie. Au niveau, mais l'union ne va durer que 8 mois. OK. Oui, c'est ça. Ça sera pas très long, tu sais, parce qu'à un moment donné, ben, t'es tanné de te faire mentir dans la face. Au niveau professionnel, en fait, Bianchi a toujours eu un intérêt envers le milieu policier et il comptait poursuivre une carrière dans la police. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné du côté de la sécurité privée. Donc, lui, dans le fond, il était embauché comme gardien, si tu veux. Mais ce qu'il faisait, et ça a été un peu ses premiers méfaits au niveau de la criminalité, il rentrait chez les gens. Là, les gens se disaient, bon Dieu, OK, ben, j'ai engagé un gardien, donc il va protéger mes biens. Mais donc, lui, je suis en sécurité. Il rentrait chez les gens, puis il leur volait leur stock. Donc, et Bianchi, pendant un bon moment, il va continuellement changer de place pour ne pas se faire prendre. Donc, pendant une bonne période de temps, il va continuellement être en mouvement, ce qui va éventuellement l'amener à croiser le chemin de son cousin adoptif, qui est Angelo Bueno, comme tu l'as mentionné, Christian. Angelo Bueno, ça, c'est un autre personnage. Très rapidement dans sa vie, en fait, il va entretenir certains fantasmes un peu... bizarre, je vais dire ça, surtout pour un enfant. Il va notamment dire aux autres élèves là, masculins qu'il a le fantasme de violer les filles de sa classe. Mais cette espèce de fantasme-là déviant va vraiment commencer à un jeune âge. Mais on parle de quel âge, Daniel? On parle-tu de préadolescence ou adolescence? Oui, on parle de il y a 12 ans, il y a 12 ans, 11-12 ans. Oui, puis ces fantasmes-là, il va les entretenir encore plus profondément avec des attouchements à l'âge de 11-12 ans là, à l'école. Exactement. Et dans son mariage, je ne veux pas couper la parole à Daniel, mais dans son mariage, son premier mariage, sa femme va témoigner qu'il y avait vraiment des perversions là, tout à fait inqualifiables. Là. Je veux dire, quand elle était avec lui, là, ces perversions sexuelles, là, il lui demandait de faire des choses que personne n'aurait accepté de faire. Là. Oh. C'était vraiment, il était vraiment un perverti. Là. Ça va le suivre toute sa vie. Là. Oui, tout à fait. C'était un grand pervers et pas juste au niveau sexuel. Là. Il entretenait vraiment des fantasmes très, très déviants et il va connaître une carrière criminelle beaucoup plus diversifiée que celle de Bianchi. En fait, tout au long de sa vie, il va notamment être accusé de, et là, je le dis en anglais, mais failure to pay child support. Donc, en fait, omission de payer une pension alimentaire, vol d'auto, assaut, viol. Donc, on voit qu'il y a une criminalité assez diversifiée jusqu'à ce qu'il rencontre son cousin. Et pourquoi est-ce que, tu l'as mentionné, Christian, il y avait déjà des antécédents au niveau du proxénétisme et tout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux-là, ensemble, avaient une vision de la femme qui était, disons, peu flatteuse. Je vais le dire des comme misogynes. ça. Oui, c'était très misogyne parce que dans leur vision à eux, les femmes ne servent qu'à assouvir nos besoins. Et quand je parle de besoins, c'est pas juste des besoins sexuels, c'est aussi des besoins financiers. Quand ils vont se rencontrer assez rapidement, Bueno et Bianchi vont se retrouver sans le sou, en fait. Ils vont se retrouver où ils n'auront plus d'argent. Et leur idée, c'est de dire, on n'a rien qu'à exploiter des jeunes femmes. Tu sais, ils vont faire de la prostitution, puis comme ça, on va être capable d'amasser de l'argent.
Suite à ça, il va y avoir l'usurpation d'identité. Comme tu l'as mentionné, Christian, vont se faire passer pour des policiers, ce qui va leur permettre d'avoir un contrôle. Et les jeunes femmes qui vont cibler, ce sont, en tout cas, je ne sais pas toutes, mais en très grande majorité, des jeunes femmes qui sont vulnérables. S'il y avait certains petits antécédents de prostitution, c'était beaucoup des jeunes filles qui étaient en fugue aussi. Et ça les rendait particulièrement vulnérables parce que quand tu es en fugue comme ça, tu sais jamais où tu vas coucher, tu n'as pas d'argent. Donc, c'est très facile de tomber entre les mains de proxénètes professionnels et amateurs, là, si je peux me permettre de dire ça. Donc, c'est comme ça que ça va se construire. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué? Moi, la question que je me suis posée, et c'est la question qu'on se pose dans le cas de beaucoup de duos de criminels, c'est est-ce que si, mettons, ces deux-là avaient agi séparément, est-ce qu'il y aurait eu des meurtres? Est-ce qu'il y aurait eu autant de meurtres? Qui menait le bal aussi? Hein? C'est qui a influencé l'autre dans les meurtres? Quand on regarde la dynamique, j'ai l'impression que les fantasmes de Buono ont comme eu... en fait, ont inspiré, si tu veux, Bianchi. J'ai vraiment l'impression que... C'est lui qui est considéré comme la tête du duo. Hein? C'est lui le cerveau de l'affaire. C'est comme ça qu'on le présente, là. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vraiment l'impression que ça le déteint sur Bianchi, ces espèces de fantasmes-là déviants. Et j'ai l'impression que Buono entretenait ce fantasme-là aussi de tuer. Tu sais, je l'ai déjà mentionné dans le passé, cette espèce de pulsion-là d'adrénaline, de dire, tu sais, quand tu tues, là, ça te procure vraiment une grande décharge, là. Et ça, il y en a qui deviennent accros, là, dans certains cas de tueurs en série. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? J'ai pensé aussi, est-ce que ça pourrait être l'élimination simple et pure de témoins, mais avec la fille de l'acteur, cette théorie-là ne tient plus. Parce que si ça avait été pour éliminer des témoins, probablement qu'il l'aurait pas laissé partir, cette jeune fille-là. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste qu'avec ce cas-là en particulier, je suis moins sûr. Mon dernier point, c'est ce que tu as mentionné, Christian, au niveau de la défense de Bianchi sur la personnalité multiple. Ouais. Qui est un peu du n'importe quoi. Mais en même temps, moi je trouve ça fascinant parce que c'est en même temps que paraît, par exemple, aux États-Unis, je ne veux pas entrer dans des détails, mais quand il paraît aux États-Unis Sybil, que tu connais sûrement, hein, la femme aux 16 personnalités, lorsque c'est comme dans l'air du temps. On y croit, hein. Il va y avoir Billy Milligan, l'homme aux 22 personnalités aussi, qui sort en même temps. Donc, il y a comme une espèce de pas dans la psychologie où soudainement, on est prêt à accepter qu'il est possible qu'il y ait ces dédoublements de personnalités. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt on a changé un peu la définition, là. Mais l'idée qu'une personnalité peut complètement être substituée à une autre, on y croit. Et donc, Bianchi ne fait que jouer une carte qui, à ce moment-là, percole un peu dans le milieu de la psychologie et de la psychiatrie. Oui, absolument, tout à fait. Puis, faut comprendre, puis ça, j'avais parlé avec un psychologue à un moment donné qui me disait, dans l'histoire, et ça se perpétue encore aujourd'hui, ça va probablement continuer, il y a des diagnostics populaire, on va dire. Par exemple, à cette époque-là, effectivement, c'était les personnalités multiples. Bianchi a saisi ça parce que c'était dans l'air du temps et comme tu le mentionnes, Christian, parce que les gens étaient prêts à croire ça. À un moment donné, ça a été... je me rappelle quand j'étais jeune, les TDAH. Là, tout le monde était sur le Ritalin. C'était let's go, let's go. En ce moment, je vous dirais, je vois beaucoup de diagnostics quand je reçois des demandes et tout, de troubles de personnalité limite, des fameux TPL. Ça, c'est très dans l'air du temps. Il y a beaucoup de TPL en ce moment. Donc, le psychologue avec qui j'avais pu parler me disait, tu vois, les approches, les orientations vont un peu avec l'air du temps, ce qui est populaire en ce moment. C'est pas faux. C'est pas faux à mes yeux. Non, puis je trouvais que ça faisait tout à fait du sens. Mais et ce qu'il faut comprendre dans le cas de Bianchi, parce que je reviens à lui, il a quand même réussi à convaincre un psychiatre qui avait une double personnalité, que c'était ce fameux Steven-là qui avait commis les crimes. Et c'est le psychiatre qui avait été retenu par la poursuite parce qu'il y a eu une contre-expertise qui lui a dit non, en fonction des tests que je fais passer, c'est du n'importe quoi. C'est dans son mensonge, encore une fois.
Et c'est lui qui avait raison parce que Bianchi a fini par dire que c'était du gros charabia, c'était n'importe quoi. J'ai inventé ça toute pièce. Il n'y a jamais eu de Steven. C'était moi. Et ça n'a pas pris de temps, en fait, quand justement, quand il a été arrêté pour qu'il dénonce son cousin adoptif, qui était visiblement celui-là qui entretenait ces grands fantasmes-là. Donc, deux personnages, on voit qu'ils n'ont pas un passé similaire et à un moment donné, ils sont rejoints. Mais comme et je vais vraiment terminer là-dessus, il y a comme deux éléments qui m'ont frappé. Premièrement, cette défense-là dans l'air du temps. C'est drôle, mais la première pensée qui m'est venue, c'est Raël. Parce que Raël, dans son mouvement sectaire, a saisi aussi ce qui était dans l'air du temps. Le clonage. Le clonage des Elohim. Ouais. C'est amusant, tu mentionnes ça, parce que, tu sais, justement, quand on parle de Sibylle, ça a été vraiment le coup d'envoi des personnalités multiples, l'histoire de Sibylle, et adapté à la télévision dans un feuilleton, en mini-série, qui mettait en vedette Sally Field, la sœur volante. Et à l'époque, il y avait un engouement, là, je veux dire que puis Sally Field est une grande actrice. Elle avait quitté, je dis la sœur volante parce que c'est souvent à ça qu'on fait référence, les jeunes de la génération, mais c'est une grande actrice, Sally Field. Et Sally Field qui incarnait Sibylle dans ce film basé sur le livre du Dr. Wilbur, où elle présentait ces multiples personnalités. Et c'était prenant. Je sais pas si tu as eu la chance de voir cette mini-série avec Sally Field, mais elle incarne ce rôle-là c'est magnifique. Et tout ça sort à la télévision en 1976. On est 2 ans avant les crimes des étrangleurs de Hillside. Et d'entendre Bianchi dire, ben voilà, j'avais une double personnalité, puis j'étais quelqu'un d'autre, un peu comme l'avait fait un peu Sibylle dans ce livre du Dr. Wilbur. Et c'était vraiment l'air du temps. On y croyait, on voulait y croire. On voulait y croire aussi. Tout à fait. Et en fait, la question, parce que je reviens là-dessus, c'est un peu comme le cas de Robert Thompson et John Venables. S'ils avaient agi séparément, est-ce qu'on aurait assisté à ce genre d'atrocité-là? Est-ce qu'on aurait assisté à ce genre de meurtre-là? La question se pose, mais des fois, c'est ça fait des folies à deux. Il y en a un des deux qui tenait vraisemblablement pas à terre, parce que j'ai lu que dans les années qui ont suivi justement sa condamnation, il a rempli Bianchi là, des poursuites contre l'État, se plaidant l'innocence, là, et on dit à coup de douzaine. Là, donc le gars a toujours maintenu son discours de façon narcissique qu'il n'avait rien fait de mal. Non, d'où cette idée également d'engager une femme qu'il fréquentait derrière les barreaux pour laisser croire que le tueur, l'étrangleur de Hillside était toujours à l'extérieur. Quand tu dis qu'il lui a même donné son sperme pour qu'il en mette sur la victime, pour montrer que même si lui était derrière les barreaux, quelqu'un l'avait piégé. Là, dans le fond, c'était un peu l'idée qu'il voulait jouer en jouant cette carte-là. C'est vraiment un personnage très tordu. Et c'était nos personnages, nos suspects X tordus de la soirée, Kenneth Bianchi et Angelo Buono Jr. Ça fait du bien de vous retrouver les deux, messieurs, et je suis très hâte. Oui, je suis très content de te retrouver, Dan. Je suis très content de vous retrouver aussi. J'ai très hâte à la semaine prochaine. On reprend ça, même heure, le lundi à 22h. Merci les hommes, messieurs, les hommes de ma vie, merci beaucoup. Je suis très contente de faire ce projet-là avec vous, et à la semaine prochaine. Merci, bye. Merci, bye-bye.